Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de débat pour la nation. On va réfléchir de manière froide, réfléchir calmement, creuser sur les questions de l'heure, notamment la situation sécuritaire, la situation, je veux même dire, rocambolesque qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, les FRDC au front face au M23. Une seule question sur ce plateau. Les questions simples sont le plus souvent les plus difficiles. Parce que le savant, c'est celui qui connaît de plus en plus sur de moins en moins. Il lui fallut que Newton regardât une pomme tomber d'un arbre pour qu'il comprenne qu'il y a une force de gravité. C'est les choses simples. Arriver à analyser, à maîtriser les choses simples, on devient un savant. Et donc répondre à des questions simples sont assez souvent le plus complexe. Elle est simple aujourd'hui la question, mais je veux la poser à des éminences grises. La situation dans l'Est est ce qu'elle est. Nous en avons largement parlé ici. Maintenant, on fait quoi? Question mark. Guerre FARDC M23. Nous accusons le Rwanda, nous accusons l'Ouganda. On fait quoi? Deuxième question, comme nous vous l'avions promis la semaine dernière, quelle est l'incidence de cette guerre sur le processus électoral? Que faire si jusqu'en 2023, il n'y a pas de paix dans l'Est? Doit-on organiser les élections dans ce contexte? Martin Fayulu d'ailleurs a parlé récemment et a tablé sur cette question. Je réponds encore à des préoccupations des téléspectateurs. D'où me proviennent ces questions et ces réflexions? Ce n'est pas de la magie. Je regarde la question que je me pose. Torosa la Nine, Nadikamba Est, j'en fais une question dans les débats. Il n'y a pas de magie. Autre préoccupation, il ne faut pas me menacer pour l'émission. Lorsque nous ne commençons pas, il peut y avoir un petit problème technique. Pourquoi vous menacez? On ne sait jamais. C'est un rendez-vous qu'on a déjà calé pour vous, fidèles téléspectateurs. J'ai reçu 2 messages, des menaces comme quoi je me prenais la tête. On ne se prend pas la tête, comme aujourd'hui par exemple. Il y a eu un petit lapsus ou un couac de ma part, je m'assume. Au lieu de dire aux invités que c'est 10h30 comme d'habitude, dans l'annonce, nous avions dit 11h. Et les invités ont tenu compte de ça. C'est à moi qu'il faut excuser. Ne vous fâchez pas, fidèles téléspectateurs. Merci aux partenaires. On est diffusé sur Perfect Télévision, sur YouTube, Peter Tian et RDC.tv. Nous sommes diffusés au niveau de CanalSat sur Nyota Télévision. Nous sommes diffusés au niveau de Matadi, Famille Groupe Télévision. Diffusés au niveau de Maniema, RTSK. Diffusés sur 10 radios communautaires. La régie, vous devez m'aider à lister toutes les radios communautaires qui sont en train de nous prendre en relais. C'est très important pour le pays. Et tous les amis de Facebook et des réseaux sociaux qui nous prennent aussi, nous vous disons un grand merci. 4 invités, comme d'habitude, ils sont là avec nous. Je vais de manière, je vais dire, lapidaire, rapidement, dire bonjour à Albert Moleka, bonjour, bienvenue. Bonjour DG. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu, vous aussi. Merci beaucoup. Oh, il est revenu, Norbert Yamba nous a manqué la semaine dernière. En déplacement, je l'ai annoncé, je l'ai dit ici, en mission de travail. Aussitôt revenu au pays, à la capitale, parce que vous étiez au pays à Lubumbashi. Aussitôt revenu à la capitale, atterrissage, débat pour la nation. Merci de l'honneur et bienvenue, Norbert Yamba. Merci pour la pertinence de vos émissions. Même si je n'ai pas été, j'étais avec vous de cœur. J'ai suivi d'ailleurs et je me suis dit, voilà, on n'a pas perdu l'époque. Merci beaucoup. Pati Katonga, merci des réflexions pertinentes et de la présence. Bienvenue, Pati Katonga. Merci beaucoup de votre invitation et je salue les téléspectateurs. Et ils vont m'excuser parce que j'ai partiré un peu avant pour d'autres. Vous ne partirez pas, on va vous retenir un peu au regard du besoin, surtout qu'on a un maï là. Vous allez par indulgence aux téléspectateurs finir l'émission et on nous prendra des précautions pour la semaine prochaine, Pati Katanga. Sinon, vous allez laisser un vide au regard d'un sujet crucial
dont les téléspectateurs ont besoin de votre réflexion jusqu'au bout. Professeur Kalele, merci, bienvenue. Merci. Depuis 9 heures, vous êtes là. Oui, avant moi-même. Après vous, c'était Fatih Katonga. J'ai été un peu retardataire aujourd'hui. Je m'en excuse, je suis téléspectateur. Ça arrive, hein? Ça arrive. Allez, merci, vous avez pris du goût, vous avez pris du plaisir. Regardez comment je suis en train de supplier Fatih Katanga pour vous. Donc, fidèles téléspectateurs, restez connectés. C'est une émission qui va davantage vous apporter de la réflexion, de la quintessence pour le bien du pays. Allez, on est attaqué. Le pays va mal dans sa partie est. C'est pas le pays à Goma du Réfifi, mais c'est surtout au niveau de Kibumba, ça s'appelle Kibumba. Voilà. Ça dérange. Je résume. La force régionale qui est venue a clairement dit qu'elle n'attaque pas encore. Elle attend la poursuite du processus de Nairobi. Ça crée de tous les généraux dans les réseaux sociaux. À ce stade, on fait quoi? Albert Moleka, la question est directe. Vous nous dites maintenant, on fait quoi? Au regard de la situation qui prévaut maintenant, on fait quoi? Peter, ce n'est pas une situation nouvelle. Okay. Nous avons déjà été confrontés à ce genre de situation dans les provinces de l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, depuis 1996. Et nous observons que chaque fois, il y a eu des conflits armés qui se sont, je ne veux pas dire terminés, qui se sont estompés, tout au plus, à travers une négociation, une paix négociée. Et nous avons toute une série d'accords de paix avec les uns et les autres, les groupes armés, tout ça. Mais il y a un accord qui est très spécial, c'est l'accord d'Addis Abeba de février 2013, c'est l'accord cadre. L'accord cadre d'Addis Abeba. Pour la paix, la coopération et le développement dans la région des Grands Lacs. Okay. C'est un accord qui a été signé, je crois, par 14 protagonistes. Donc vous avez les pays des Grands Lacs, vous avez comme témoins des organisations sous-régionales, régionales, continentales et internationales. Donc même les Nations Unies ont signé cet accord cadre. Cet accord cadre comprenait bien sûr plusieurs points, et notamment un point très important relatif à la nécessité de réformes institutionnelles. Okay. Là, c'est en ce qui concerne notre pays. Et bien sûr aussi le volet humanitaire qui est toujours très important, la gestion du retour de nos réfugiés internes et de nos réfugiés à l'extérieur, de l'extérieur. Je disais, l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est pour moi l'accord le plus important, qui a le plus de poids au niveau politique, vu qu'il impliquait non seulement tous ces pays, mais toutes ces organisations sous-régionales, régionales, continentales et internationales. Donc, qui nous donne, à nous, la RDC, aussi plusieurs manettes que nous pouvons utiliser, plusieurs leviers que nous pouvons utiliser lorsque nous sommes confrontés à un problème. D'ailleurs, suite à cet accord, il a été créé une structure qui s'appelle le comité de coordination, la coordination de suivi du mécanisme de suivi, de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui est actuellement dirigé par M. Ibalanki, qui est, il semblerait, en résidence surveillée.
Il semblerait. Il semblerait. J'utilise le conditionnel pour éviter les faux bruits. Et donc, je disais que tous les conflits armés que nous avons eus depuis 1996 se sont terminés ou se sont estompés par une paix négociée, donc par des négociations. Et je pense que le conflit auquel nous sommes impliqués actuellement, qui est le fruit d'une agression d'un voisin, hein, et cela accompagné d'une confrontation, d'un conflit avec un groupe armé qui n'est pas nouveau non plus, le M23 n'est pas nouveau. La solution à venir, ça sera toujours une paix négociée. On t'a négocié. Mais c'est ce que tout le monde demande. Le Congolais négocie avec les terroristes. Non, c'est ce que les Américains ne négocient pas avec les terroristes. Hein. Oui, mais n'oublions pas que l'initiative de Nairobi, c'est une initiative à laquelle nous autres, nous-mêmes, la RDC, nous avons participé. Si aujourd'hui nous voyons les troupes kenyanes faisant partie de la force régionale de l'East African Community, de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, si ces troupes sont aujourd'hui sur notre territoire, c'est en vertu de cette initiative, c'est en vertu de cette initiative de dialogue de Nairobi. Il y a une autre initiative connue comme l'initiative de Luanda, qui est une initiative de l'Union africaine, qui a chargé la CIRGL, la communauté des États des Grands Lacs, pour intervenir aussi dans ce dossier, dans cette confrontation, et chercher surtout une désescalade des relations entre Kinshasa et Kigali. Mais bien sûr, pour parvenir à la paix, vous savez, les négociations de paix, c'est un peu comme le tango, il faut être à deux pour négocier. Actuellement, les opinions publiques divergent sur la question, ce qu'il faut bien comprendre aussi. Mais il est un fait que nous avons pris des engagements, la RDC a pris des engagements dans le sens de la résolution de ces conflits et de ces conflits récurrents avec les groupes armés qui opèrent sur notre territoire, en ce compris le M23. Et au moment de lancer maintenant la troisième phase de cette initiative de Nairobi, qui s'intitule dialogue intercongolais inclusif. Intercongolais inclusif. Dialogue intercongolais. Intercongolais inclusif. Donc les M23, c'est des Congolais alors? Intercongolais inclusif. Donc c'est incluant ça, tous les groupes armés et le M23 est compris par... Rien que par l'intitulé, on comprend que ce n'est pas un problème Congo, Rwanda, Burundi, mais c'est un problème Congo. J'aime mentionner ça parce que c'est l'intitulé, c'est ce qui m'a frappé, c'est cet intitulé de dialogue intercongolais. Donc c'est un dialogue intercongolais inclusif. Inclusif. À Nairobi. À Nairobi. Alors que dans le même temps, nous ne cessons d'entendre plusieurs représentants de la communauté internationale, que ce soit le département d'État américain, que ce soit l'Élysée en France, que ce soit le secrétaire général des Nations Unies, qui encourage et qui recommande notre gouvernement de dialoguer, de négocier avec l'Ouganda et le Rwanda. Avec l'Ouganda et le Rwanda. Donc, clairement et d'une manière pratique, et soyons pragmatiques, ce sont des négociations ou des dialogues, appelez ça comme vous voulez, qui doivent se tenir et qui se tiennent d'ailleurs à tous les niveaux, que ce soit avec ces groupes armés, que ce soit avec nos voisins, les voisins qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre, à un degré ou à un autre, dans ces conflits. Et je dirais le fait nouveau
par rapport au passé, c'est le positionnement même de la RDC en tant que membre maintenant de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ok. Puisqu'avant, nous n'étions pas membres. Alors, cette adhésion à l'East African Community comporte aussi des devoirs. Des obligations. Comporte aussi des obligations. Vous savez, une des premières obligations lorsque vous entrez dans une organisation sous-régionale ou régionale, c'est bien sûr souvent de prendre l'engagement de ne pas agresser un État voisin ou un autre État membre. Lorsqu'il y a ce cas d'agression ou ce cas de conflit, c'est la structure elle-même, l'organisation sous-régionale et régionale qui aime prendre l'initiative pour la résolution du conflit. C'est en cela qu'il faut comprendre aussi l'implication de l'East African Community dans les tentatives de résolution de cette crise. Moi, ce qui m'importe, ce qui pèse beaucoup plus, que ce soit dans mon cœur que dans mes réflexions, c'est les conséquences au niveau humanitaire. Ces dizaines de milliers de nos compatriotes que nous voyons de nouveau déambuler sur les routes, déambuler dans les forêts, s'ajouter au nombre déjà trop important de déplacés internes et de réfugiés en dehors de notre pays. Et ça ne fait qu'alimenter une des raisons récurrentes de ces conflits. Laquelle? C'est-à-dire le retour des réfugiés et des déplacés sur leur terre d'origine. Ok. Norbert Yamba, on fait quoi? Merci. Ce débat est important. Il est important parce que ça fait plusieurs fois, on s'est retrouvés ici pour discuter, etc. Il me semble qu'on n'est toujours pas sorti du tunnel. Peut-être que nos argumentaires sont restés assez faibles et ça ne permet pas de déterminer la vision n'est-ce pas, de ceux qui doivent prendre des décisions. J'aurais aimé, pour cette fois-ci, sincèrement, que nous puissions aller et intellectuellement aider à ce que nous puissions sortir, ne serait-ce que montrer le bout du tunnel, le chemin. Mais avant de répondre à cette question, j'ai deux petites précisions. La première, c'est au niveau des accords. Beaucoup reprochent les accords, les différents engagements, etc. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un très clairement qui démontre que tel accord, il y a eu telle disposition a été violée, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui la situation persiste. Et croyez-moi, dans les dispositions, il y a des dispositions court-termistes, il y a moyen-termistes et il y a long-termistes. Alors, lorsqu'on fait l'analyse, il faut être en mesure de déterminer à quel niveau, à quel palier on se trouve et à quel niveau les problèmes se posent. Ça, c'est la première précision. Deuxième précision, c'est la position géographique du Congo. Le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays, en fait. Il y a 5 puissances régionales en Afrique. Au nord, c'est l'Égypte. C'est une puissance régionale qui regroupe le pays maghrébin. À l'ouest, c'est le Nigeria. À l'est, c'est l'Éthiopie. Au sud, c'est l'Afrique du Sud. Et au centre, c'est le Congo-Kinshasa. C'est à la fois une puissance sous-régionale et régionale. Il faut comprendre cette position, afin que beaucoup de pays, non seulement des voisins qui nous font la guerre aujourd'hui, mais également même d'autres pays qui sont à travers le continent, qui ne sont pas d'accord pour l'émergence du Congo. Ils craignent le leadership du Congo, étant donné ses potentialités, sa population, etc. Donc, quand nous faisons l'analyse, il faut donc sortir du frigo cet état des choses, pour dire, même si on a besoin de tel ou tel pays, mais quel devra être son comportement sur le terrain. Parce que ces animosités-là ont toujours joué en défaveur de notre pays. Alors maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Si nous ne sommes pas arrivés à faire une analyse géopolitique qui permette, n'est-ce pas, de comprendre les interactions sur cette guerre, on n'ira nulle part.
La guerre que nous sommes en train véritablement de vivre à l'Est est le résultat d'une convergence d'intérêts. Mais j'ai besoin de le répéter, nous n'avons jamais cessé de le dire. Nous avons 3 compartiments dans cette guerre. Il y a les vautours internationaux, les multinationales, qui sont accompagnés par leurs pays respectifs, qu'on appelle les puissances d'argent, qui ont besoin véritablement de nos minerais, qui ont besoin de nos potentialités, etc., pour les transformer chez eux dans une approche égocentrique à rentabilité externe. Et ces puissances-là sont le vrai, j'allais dire, de vrais auteurs, n'est-ce pas, de cette guerre. Parce que la tendance générale, c'est de considérer le Rwanda, l'Ouganda, etc. Ces pays-là n'ont pas de moyens comme le Congo. Et donc, les puissances d'argent, et c'est grâce aux puissances d'argent que nous écoutons des déclarations de partout. On veut faire ceci, on veut faire cela, etc. Donc les puissances d'argent avec leurs multinationales qui deviennent de plus puissantes que certains États. Et deuxième compartiment, ce sont nos voisins de la sous-région. Et ça s'élargit même dans des grands ensembles, dans des grandes plateformes régionales. Nos voisins qui visiblement n'ont pas de ressources, ça c'est évident, vivent du Congo. Et vous avez suivi le Rwanda dans une analyse, n'est-ce pas, de Lougan, qui est un géomilitaire français, qui a travaillé pendant longtemps au Rwanda, qui nous dit que le 50% de ce que représente n'est-ce pas, le ressource du Rwanda vient du Congo-Kinshasa à cause de cette guerre presque permanente. Et donc, toute la puissance est reconnue au Rwanda aujourd'hui, en termes de stabilité, en termes de miracle économique. À l'interne, il n'y a rien. Ce sont ces incursions, ce sont ces équilibrations, ce sont ces pillages où ils jouent le rôle de sous-traitants, où ils jouent le rôle véritablement des soldats de puissance d'argent, qui, au lieu d'opérer directement, ont besoin de soldats à l'intérêt de l'Afrique pour fragiliser les Africains. Et c'est ça le rôle que joue le Rwanda. Mais le Rwanda bénéficie 50% de ce que représente son budget en ayant, en patronant naturellement cette guerre-là. Vous avez l'Ouganda. Mais n'oubliez pas, parce que beaucoup disent, on vient d'adhérer, c'est pas, à la plateforme de l'Est, EAC et compagnie, etc. N'oubliez pas que tout ce pays-là, en termes de potentialité, n'égale pas le Congo. Et ils craignent tous le leadership du Congo. Et que, bon, il peut y avoir ce qu'on appelle de convergence d'intérêts. Et ces convergences d'intérêts peuvent permettre à ce qu'on puisse véritablement nous fragiliser et nous niveler vers le bas, malgré les responsabilités et les différents engagements qui ont été pris. Troisième compartiment, ce sont les soi-disant Congolais. Ils se recrutent parmi les hommes politiques, parmi les agents de sécurité, parmi les opérateurs économiques, et même certains acteurs de la société civile. L'idée, c'est véritablement travailler comme un relais volontaire à l'intérieur de la République. Et donner l'information, pousser, faire des plaidoyers pour niveler et fragiliser les institutions en place. Et donc, cette convergence d'intérêts, dans une sorte de confrontation générale, sur la 5e colonne, de groupes externes, des amis de la sous-région et de relais volontaires, vous voyez des Congolais en train de faire des déclarations à l'intérêt de M23 compagnie, etc. Or, c'est un torchon, c'est un machin qui est véritablement actionné naturellement par les armées de voisins. Et donc, tous ces éléments faisant commune, moi j'entendais quelqu'un, je ne sais pas si ça doit être Paty, qui nous disait, dans une réflexion simple dans le couloir, dire que, bon, ne soyons pas étonnés. Si dans l'hypothèse que ces gens avancent, finalement, on attendra des gens qui sont véritablement avec nous, soit qui sont en politique ou ne sais pas où, peuvent déclarer être ouverts et amis, par exemple, de tel ou tel groupe. Parce qu'en réalité, cet état des choses, c'est la plus grande industrie qui soit rentable aujourd'hui. C'est la guerre.
Et des gens peuvent bénéficier des postes de ministres, des postes de généraux, des postes, je ne sais pas quoi. Comment un groupe de gens, toute une armée d'un pays, plus de 100 000 hommes, n'arrive pas à bout d'un groupe de gens, ils sont, je ne sais pas moi, à 5 000, 10 000. Comment nous, on ne peut pas, nous, toute une armée de plus de 100 000 hommes, les M23 là, ils sont à combien pour jouer avec nous à ce Vous savez que, et le débat est fondamentalement intellectuel, nous sommes des héritiers de la colonisation. Les études que nous avons faites sont des études où on a acquis une culture de respect des puissances d'argent. Les puissances d'argent sont des référentiels. C'est comme ça que quand vous avez un homme politique qui a été reçu par un ambassadeur, qui est un fonctionnaire, il va vous dire non, mais messieurs, je suis très élevé, etc. Parce qu'il a été reçu par le ministre, il a été reçu, je ne sais pas, par tel ou tel fonctionnaire étranger, etc. Et donc, ces étrangers-là, ils ont mis en place leur système, leur paradigme, que je considère un paradigme à rentabilité externe. Ils ont besoin de nos ressources, ils ont besoin de nos richesses. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ce qu'on appelle la politique d'atomisation sociale. Division pour mieux régner. Avec les professeurs, pour qui j'ai beaucoup de considération pendant plusieurs années, on peut nous opposer. On peut nous opposer. Surtout quand on flatte, prof, vous êtes intelligent, Yamba n'est pas intelligent, etc. Et puis bon, on se complaît, on est auréolé d'un prestige autour véritablement de ces déclarations, parce que celui qui dit tout ça, il sait de quel dividende va-t-il tirer. Alors maintenant, on a fragilisé. Vous allez dans les services militaires, vous allez dans les services de sécurité, vous allez en politique. Il y a quelqu'un qui a son ami à l'intérieur, n'est-ce pas, de différentes puissances, et qui véritablement est robotisé, manipulé, instrumentalisé. L'idée, en fait, c'est qu'il faut niveler toutes les institutions de la République. L'idée, c'est qu'en fait, il faut, en nivelant ça, tout le monde devient faible, tout le monde devient fragile, et on peut véritablement exploiter. Je n'ai jamais cessé de le répéter, que sur les 244 ans de guerre, d'indépendance américaine, 241 ans, et c'est prouvé, même les soviétiques, les Russes sont en train d'emboîter le pas aujourd'hui. Faire la guerre, c'est plus rentable que mettre en place des industries qui vous permettent de produire je ne sais pas quoi. Donc, aujourd'hui, la rentabilité est là, mais il faut trouver des relais, il faut trouver des éléments dynamisants. Et ces éléments dynamisants, ils se recrutent parmi les politiques, etc. Et c'est comme ça que vous suivez un peu les déclarations des hommes politiques. Vous allez trouver, vous l'avez dit dans votre introduction, il y en a ceux qui sont, il y a une divergence d'opinion. Okay. Et cette divergence d'opinion est partagée au travers les différentes opinions qui se recrutent à l'international. Okay. Les uns sont soutenus par ceci, les autres sont soutenus, et c'est comme ça. Non, nous sommes des robots, fondamentalement. Des robots. Et tant qu'on n'aura pas changé, on n'aura pas conçu notre leadership, on n'aura pas conçu notre vision, on n'aura pas réhabilité notre génie. Un terme peut-être pas très courtois. Nous sommes des nègres de service jusqu'aujourd'hui alors. Ben voilà, donc il y a des nègres de maison qui sont véritablement des assises évoluées, qui évoluent dans les institutions et qui, dans les partis politiques, certains sont dans des universités, okay. Certains ont reçu des prix Nobel ou des trophées, etc. Oh. Tous ces gens se recrutent. Je vous vois venir. Hein? Non, tous ces gens se recrutent. Je vous vois venir quand vous parlez de prix Nobel. Hein? Non, je suis camitologue. Ok, ça va. Je suis un homme qui se bat pour l'Afrique et je connais les pièges qu'on nous monte pour nous fragiliser. Et parmi ces pièges-là, on élève certains d'entre nous, okay. On leur miroite comme s'ils ils sont phénoménaux. Et puis bon, voilà, donc voilà. Entre-temps, c'est pour nous diviser. Petite pique à Mukwege, on a compris. Non. Je n'ai pas de problème avec Mukwege. Il n'est pas le seul à être. C'est le seul prix Nobel du Congo. Hein. Non, mais je n'ai jamais eu au Congo, non. Je suis panafricaniste. Écoute, arrêtez ces histoires. Ça sont des histoires qui sont montées par le lobby occidental. On peut vous déclarer le meilleur journaliste ici. Donc si là, ici, boutique ça. Si je suis au service de ben voilà. Il donne l'impression que je suis le meilleur. Voilà. Parce qu'en réalité, quoi, on a inventé quoi? Oui, on a inventé quoi? Parce qu'en réalité, lorsque vous voulez véritablement vous élever à la hauteur ou plus que les autres, etc., il faut savoir démontrer que vous avez pris une distanciation dans un domaine précis et que vous voulez tenir la torche, éclairer l'avenir. Dis-moi. Vous avez montré un chemin. Un chemin. Oui, on n'avait pas. Dis-moi. Et quand Peter défend
les sans-voix, certainement, bon, on peut vous reconnaître cette audace. Mais est-ce que c'est pour autant dire que vous puissiez justement avoir une renommée internationale autour de ça? Attention. Et c'est comme ça que il faut toujours être prudent par rapport à tout ce que nous entendons, etc. Mais tant qu'on n'aura pas la maturité nécessaire pour comprendre cela, on attendra longtemps. Il faudrait même qu'il y ait une décolonisation de la tête. Une décolonisation psychologique. Psychologique. Oui. Pati Katonga, on fait quoi? On fait quoi? Je ne suis pas panafricaniste. J'ai arrêté de croire à l'Afrique il y a très longtemps. Parce que l'Afrique veut mettre mon pays à genoux. Et donc je ne suis pas panafricaniste. Je suis patriote maïmaï. Et je pense que les Congolais doivent se mettre debout pour sauver ce patrimoine qui est le nôtre. On nous impose aujourd'hui un dialogue. La réponse, elle est trouvée déjà dans votre question. On nous impose un dialogue. Le problème, c'est que nous y allons à ce dialogue à genoux. À genoux? Oui, nous y allons à genoux. Nous n'avons pas disséqué, nous les Congolais, quelles sont les velléités du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. On n'a pas disséqué les velléités. Je ne veux pas rentrer dans tous ces accords qui ne sont en faveur que du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Tous ces accords, y compris l'accord cadre de l'Addis Abeba, où on a obligé au Congo de remplir un certain nombre de conditions dans cet accord. Et les autres participants, notamment de la région, n'ont eu aucun engagement dans cet accord. Aucune obligation. Aucune obligation dans cet accord d'Addis Abeba, seul le Congo. Et donc le Congo, donc les autorités congolaises qui signent des accords au nom du peuple congolais doivent savoir que ces accords n'ont aucune légitimité. Aucune légitimité. C'est peut-être des accords légaux, parce que légalement, ce sont des autorités établies. Okay. Mais ces accords auprès de la population congolaise n'ont aucune légitimité. Et dès lors que les accords n'ont aucune légitimité auprès du peuple congolais, je considère, moi, que ces accords-là n'existaient pas. Parce que la nation, un pays, c'est d'abord son peuple. Mais le peuple a des représentants, non? Oui, notamment le président de la République qui est le représentant numéro 1. Oui, mais lorsque les représentants ne sont plus en phase, lorsque les représentants ne sont plus en phase avec la population, ces représentants-là perdent toute légitimité. Et donc ces accords-là, je n'y reviendrai pas. Mais par contre, c'est que le Congo, malheureusement, n'a pas compris, c'est les velléités des autres sur la RDC. Et le Congo n'a pas mis en exergue la géo-ethnisation de notre région. La géo-ethnisation, on ne va pas y échapper. Aujourd'hui, c'est surtout les Rwandais et l'Ouganda. Pourquoi le Burundi prend du recul? Parce qu'aujourd'hui, le Burundi est dirigé par un Hutu. Et donc, le Burundi est dirigé par un Hutu. Donc, Bantou, les velléités sur le Congo ont baissé d'un cran. C'est comme quand au Rwanda, c'était encore Habyarimana était président au Rwanda. Il n'y avait pas ces velléités-là du Rwanda sur le Congo. C'est lorsqu'on a changé d'ethnie, il faut tenir compte. Si on ne veut pas tenir compte de tous ces éléments, nous sommes en train de faire fausse route. Dès lors que ce pays-là, le Rwanda, est passé entre les mains des Tutsis, les velléités sur le Congo ont apparu. Alors que lorsque le Hutu était au pouvoir, des Tutsis. Non, je ne suis pas ils sont allergiques. Lorsque nous ne voulons pas étudier ce genre de choses, on te dit toujours stigmatisation des Tutsis. Ça fait quoi? Ils n'aiment pas. Nous devons comprendre la géo-ethnisation de la région. Si nous ne faisons pas un point sur la géo-ethnisation de la région, nous faisons fausse route. Le Rwanda d'Habyarimana n'a jamais jeté une pierre sur le Congo. Aujourd'hui, le Burundi, qui est entre les mains d'un Bantou, a baissé ses velléités sur le Congo. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est avec les velléités du Rwanda et les velléités de l'Ouganda. Dire ça, ce n'est pas être contre un peuple. Les Congolais n'ont jamais été contre un peuple, au contraire. Nous pensons mais que... on a vu... Laissez-moi développer aussi mon argumentaire, si vous me coupez tout le temps. Allez-y, allez-y. Mais je vais juste... Donc les Congos, s'il ne veut pas tenir compte de la géo-ethnisation de la région, le Congo fera fausse route. Parce que c'est un élément important. Un élément important. Et je l'ai dit ici, le Rwanda d'Habyarimana n'a jamais jeté une pierre sur nous. J'ai dit aujourd'hui, Burundi a baissé ses prétentions sur le Congo parce que c'est Hutu qui est au pouvoir. Ce n'est pas être contre tout ce qui est de dire ça. C'est un constat patent. Maintenant, les velléités du Rwanda et de l'Ouganda, c'est l'espace vital.
c'est l'espace vital sur d'autres pays. Ils pensent qu'ils ont des pays trop petits. Ils n'ont pas de richesses. Et ils ont des velléités de venir prendre nos terres. Si nous, Congolais, nous n'avons pas compris ça, si dire ça, c'est être contre tous, alors les Congolais, je suis désolé, ils sont appelés à disparaître. Ils sont appelés à disparaître. Ils n'ont pas de richesses. Donc, conséquence, ils doivent venir chez nous, la guerre est économique. Ils doivent prendre nos terres pour faire, pas l'exploitation illégale de minerais, pour faire le pillage de nos minerais. Pour faire le pillage de nos minerais. C'est pour cela que les mailles sont debout. C'est pour ça que la résistance, elle ne baissera pas d'intensité. Parce que pour nous, il s'agit d'une question existentielle. Question existentielle. Est-ce que nous allons exister en tant que pays libre et indépendant ou bien nous allons disparaître? Il y a des peuplades qui ont disparu. Faites très attention les Congolais. Réalisez l'histoire. Et donc dans cette peur-là, les Congolais dans cette peur-là, qui ne veulent pas bien disséquer la problématique telle qu'elle se pose, on a reçu, le président de la République a reçu la communauté rwandophone du Congo. La communauté rwandophone du Congo. Le président de la République a reçu la délégation rwandophone du Congo. Qui menace les rwandophones du Congo? Il faut poser la question. Qui menace les rwandophones du Congo? Est-ce que les Massissi sont menacés? Non, les Hutus Massissi vivent tranquillement avec leurs bêtes. Est-ce que à Walikale ils sont menacés? Non. Est-ce qu'à Bukavu, est-ce qu'on peut aller à Massis, à l'île Idjouy? Personne ne menace les Rwandais. Il faut arrêter cette histoire-là qui leur sert de subterfuge pour nous mettre à genoux. Personne ne menace les Rwandophones et personne ne les menacera. Le génocide qu'il y a eu au Rwanda, c'est un génocide rwando-rwandais. Ça n'a rien à voir avec les Congolais. Est-ce qu'il y a un Congolais qui a jeté la pierre pendant le génocide? La communauté internationale a établi un tribunal contre les génocides du Rwanda pour arrêter tous les bourreaux. À juste titre, on ne peut pas tuer les gens comme on l'a fait au Rwanda. Mais je suis au regret de constater, ou alors je suis heureux de constater que les Congolais n'ont pas pris part à ces génocides. Pourquoi fait-on payer les Congos le prix de ces génocides-là? C'est des questions qu'il faut se poser, nous les Congolais, et qu'il faut poser à la communauté internationale. L'ancien Premier ministre de l'époque est encore vivant. C'est la communauté internationale qui a obligé le Zaïre d'ouvrir ses frontières. L'opération turquoise? Non, avant l'opération turquoise. D'abord l'arrivée des réfugiés pendant les génocides. C'est la communauté. Le Premier ministre de l'époque du Zaïre est encore vivant. C'est la communauté internationale qui a obligé mon pays, le Zaïre, qui a donné un ultimatum à Mobutu d'ouvrir les frontières pour laisser passer les réfugiés qui sont passés à la frontière rwando-congolaise, à la frontière rwando-zaïroise de l'époque. Donc nous sommes victimes au même moment de l'imposture de la communauté internationale. Nous sommes victimes du mensonge de la communauté internationale. Parce qu'en laissant passer ces réfugiés au Congo, la communauté internationale avait dit qu'elle prendrait toutes les dispositions. Et les réfugiés sont entrés avec armes et bagages? Oui. Et la communauté internationale a dit qu'elle prenait toutes les dispositions parce que le Congo n'avait plus le Zaïre de l'époque, avait des moyens limités. Et la communauté internationale n'a pas joué son jeu. Et aujourd'hui, on utilise les FDLR, le Rwanda, dans son argumentaire et la communauté internationale. Les FDLR naît de ces réfugiés que la communauté internationale a obligé notre pays d'ouvrir la porte. Vous comprenez qu'il y a des choses inacceptables pour nous. Inacceptables. Ces FDLR-là sont brandis aujourd'hui par Kagame. Donc en dehors des velléités sur nos terres, en dehors du pillage de minerais au Congo, ils viennent nous brandir les FDLR. Que les FDLR qui sont au Congo sont une menace pour les Rwandais. Et la communauté internationale, c'est là où c'est choquant. La communauté internationale qui a obligé les Zaïre d'ouvrir la porte pour ces FDLR et leurs enfants qui sont nés en exil. Cette communauté internationale vient nous poignarder par le dos pour dire vous devez aller négocier. Mais nous allons négocier comment? Dans les conditions du Rwanda. Donc c'est pour ça que j'ai dit nous allons négocier à genoux. De toute façon, on n'a pas le choix, on ira négocier. Et cette communauté internationale, c'est votre dans de mensonges. Et les Congolais, comme si ils étaient des sous-hommes, acceptent un grand nombre de mensonges. On nous dit, oh, Goma va tomber dans quelques instants. On nous dit, Kibumba est à 30 km, à une trentaine de kilomètres. Et mensonge, je me tapais dans Google.
Tapez map dans Google. Tapez map dans Google. Kibumba est à plus de 300 km de... Et dans le territoire de Rutshuru, à plus de 300 km de Goma. Tapez Google. Et c'est la France. Et c'est la France. La RFI et le France 24 qui reprennent cette information matin, midi, soir. C'est pour préparer nos compatriotes à Goma d'accepter l'occupation. C'est pour préparer nos compatriotes de Goma à accepter l'occupation avant l'heure. Et on leur dit, voilà, c'est déjà tombé, donc plus d'espoir. Kibumba est tombé. Et c'est faux. Hier, jeudi, il y a eu des combats terribles à Kibumba. Et les Rwandais ont perdu un certain nombre de localités récupérées par les FARDC. C'est ça la vérité. Hier, jeudi, les FARDC a récupéré un certain nombre de localités au niveau de Kibumba. On ne les dit pas. On dit que à une trentaine de kilomètres, mensonge, un mensonge, tout le monde peut vérifier ce mensonge en allant dans Google, tapez map, tapez Kibumba, on va vous dire Kibumba dans la province du Nord Kivu, on va vous indiquer que c'est le territoire de Rutshuru, tapez la distance Kibumba, c'est dans Google. Et on va vous donner plus de 300 km. Kibumba est à plus de 300 km de Goma. Ce n'est pas une vingtaine de kilomètres comme ils le disent matin, midi, soir. Parce qu'ils veulent nous préparer à l'occupation. Ils sont en train de nous préparer à l'occupation. Et donc vous comprenez que, puisque nous n'avons personne avec nous, puisque le monde entier est avec nous, il ne reste que notre peuple pour sauver ce pays. Notre peuple pour sauver ce pays. Parce que quand on reçoit les communautés rwandophones, il faut aussi recevoir les communautés nandais. Nos frères nandais de Beni, qui sont victimes aujourd'hui d'un génocide, il faut les dire. Il faut recevoir les communautés Oundé, qui sont victimes des exactions au Nord Kivu, les communautés Nyama, et ils sont nombreux comme ça, on peut continuer à les citer. Mais il faut confirmer ici que les rwandophones ne sont pas menacés au Congo. Aucune tribu, bien que ça, ce ne soit pas une tribu congolaise, mais ce sont des peuplades qui vivent au Congo. Mais chez nous, aucune tribu ne menace une autre tribu. Ce n'est pas dans notre ADN. Que ce soit clair. Alors comme on a Sapou là-bas dans les territoires chez les Balou là-bas, il y a eu des massacres, non? Et pourquoi on n'a pas reçu les communautés de chez Kamwena Sapou là-bas? Ils sont nombreux là-bas qui ont perdu. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous faisons des choses qui affaiblissent notre propre pays. Et donc aujourd'hui, il vaudrait mieux discuter, il vaudrait mieux négocier. Je suis d'accord parce que ça fait de morts. Mais pour les discuter, il faut avoir nous-mêmes d'abord une position qui soit claire. Il est venu ici les facilitateurs. Les facilitateurs, le président de l'Assemblée nationale lui a donné une position. Le président du Sénat en a donné une autre. Les communautés du Sud Kivu. Là, on parle de Uhuru Kenyatta. Oui, les facilitateurs de ce dialogue, c'est lui, non? Enfin, on n'a pas désigné un autre jusqu'à la preuve du contraire. Il est venu ici. Donc il a entendu plusieurs versions de la... Je vous dis que le président du Sénat a donné une version. Le président de l'Assemblée nationale en a donné une autre. Oh. Les communautés, nos communautés locales sont venues. Ils ont dit dialogue. Aucun problème, à une condition. Quelle est la problématique dans la région? Les Rwandais disent c'est le FDLR. Nous on dit M23 des terroristes. L'Ouganda dit ADF. Ok? Faisons un dialogue dans lequel il y a des sous-dialogues. Où on prend une résolution ferme. Parce que le problème, ce sont les terroristes dans la région. Donc le problème, ce sont des forces négatives, comme ils les appellent. Donc FDLR, donc c'est ADF. Qu'est-ce que c'est le problème? On peut même allonger plus loin, parce que vers Bukavu, là-bas, vers le Burundi, vous avez aussi des Red Tabara. On peut aller plus loin même là-bas. Nos communautés disent aux facilitateurs, ok, mettons-nous sur la table, sous la supervision de la communauté internationale. Et la vraie solution de la région, c'est le Rwanda va rentrer faire le dialogue inter-rwandais pour discuter avec le FDLR. Parce que les FDLR ne sont pas congolais. Les FDLR sont rwandais, s'ils existent encore. Moi, je ne les ai pas vus. Okay. S'ils existent, ils sont rwandais. Donc, ils ont vocation quand même à rentrer dans leur pays. On va arrêter ceux qui ont commis des massacres, ceux qui ont commis les génocides. Il y a de la prison, on va les arrêter. Au Burundi aussi, dialogue avec Red Tabara. En Ouganda, l'Ouganda va dialoguer dans le dialogue inter-ougandais avec
L'ADF. Okay. Comme ça, vous, d'une pierre, on fait deux coups. La communauté internationale permet à la région de recouvrer définitivement la paix, si c'est le problème de forces négatives. Okay. Donc, je vais dire ici que beaucoup de pays, même l'Angola, qui vient comme facilitateur dans les accords d'Angola, enfin Luanda, tout ça, les Congolais n'ont pas beaucoup de sens de la géopolitique. Vous savez que l'Angola, je vais chuter, l'Angola n'a aucune raison qu'une puissance émerge dans la région. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas panafricaniste. L'Angola n'a aucune raison qu'une autre puissance. L'Angola, c'est la puissance de la région. Il n'a aucune raison. Nous sommes en politique. Qu'une autre puissance émerge dans la région. Notre pétrole au plateau continental. Nous avons ce problème de plateau continental qui n'est pas réglé. L'Angola aimerait toujours nous voir ad vitam aeternam. Faible. Dans nos faiblesses. Il puisse bien puiser le pétrole. Et ça, c'est à nous, les Congolais, de le comprendre. Okay. Donc, je dis aujourd'hui, dialogue, oui, mais comprenons. Quelles sont les velléités? Quelles sont les velléités? Nous devons comprendre les velléités et poser le problème tel qu'il doit se poser dans ce dialogue. Et donc... Les M23 veulent l'intégration de l'armée. Oui, d'accord. On va discuter avec les M23 pendant que le Rwanda va discuter aussi avec le FDR, pendant que l'Ouganda va discuter avec l'ADF. C'est-à-dire que les M23, c'est quoi? Une rébellion? C'est des terroristes rwandais? C'est des rebelles? Ça veut dire que c'est des Congolais? Même la nature, déjà, la nature pour le gouvernement d'identifier réellement les M23. Finalement, c'est de qui? On se bat avec les rebelles du M23, on se bat avec des terroristes, on se bat avec des envahisseurs rwandais. C'est qui la nature du M23? Ça, c'est au Rwanda de nous dire. Le Rwanda dit que ce sont les Congolais, eux-mêmes les FDR, les M23. Ils disent, eux, ils sont Congolais. Okay. Nous disons, ok, alors régler les problèmes définitivement. Les communautés du qui voulons dire hier au facilitateur. On va avoir un dialogue globalisant. Et puis dans le dialogue globalisant, nous allons avoir sous la supervision de la communauté internationale des dialogues locaux. Le Congo aura son dialogue local, le Rwanda son dialogue local avec les FDR et l'Ouganda son dialogue local avec les ADF. C'est comme ça qu'on trouvera la solution si la communauté internationale est sincère. Sinon, les Congolais doivent se... Sinon, si ce n'est pas ça, les Congolais doivent se battre jusqu'à la dernière goutte du Congolais. Jusqu'à la dernière goutte du dernier Congolais. Parce que si vous perdez ce pays, vous voyez les Palestiniens. Et je vais dire, ici, nous affirmons le principe selon lequel la souveraineté du Congo, son indépendance et son intégrité territoriale ne sont négociables ni aujourd'hui, ni demain, ni à jamais. D'accord. Professeur Kelele, on fait quoi? Voici mon point de vue, il n'est pas nouveau. Vous cherchez une solution, il faut d'abord connaître la cause. Dans tout ce qu'on a dit ici, il y a des choses vraies, il y a des choses très profondes. Les accords qu'on a eus, et ils sont nombreux, ce qu'on recherche au Congo, c'est la paix. La fin de la guerre et une paix durable. Mais qui nous fait la guerre? C'est là où nous divergeons. La guerre qui est au Congo comme ailleurs, c'est une guerre économique. On n'a pas cessé de le dire. La guerre est fondamentalement économique. Yamba, à mes côtés ici, il a tapé juste. Ce sont les multinationales. Les multinationales, c'est-à-dire des entreprises transnationales qui se coalisent pour s'approprier les richesses des différents pays en dehors de leur pays eux-mêmes. Après avoir fait main basse
sur les richesses de leur propre pays. Ils vont au-delà et elles instrumentalisent les politiques, les hommes de Dieu, les militaires. Pour dire clair et court, il y a eu la colonisation. Qu'est-ce qui a été à la base de la colonisation? Sinon la recherche des richesses. Des richesses. Ici, la grande politique a été faite par la Société Générale de Belgique, dont dépendait l'Union minière du Haut-Katanga. L'Union minière du Haut-Katanga, quand vous allez au Katanga jusqu'ici, elle a financé les écoles, les paroisses, même l'université de Lubumbashi. Elle a financé les militaires. L'Union minière du Haut-Katanga était en connexion avec la MIBA, qui faisait aussi la pluie et le beau temps au Kassai. Si nous n'arrivons pas à savoir que c'est des puissances d'argent qui sont à la base de la situation des guerres que nous vivrons, que nous avons vécu hier, qui manipulent les hommes politiques et les autres, je crois que nous taperons éternellement à côté. Aller en Indonésie, Aung San Suu Kyi est tombée comment? Elle était très populaire. C'est Total. Une multinationale française qui l'a fait tomber parce qu'elle avait besoin du gaz. C'est elles qui mettent leurs hommes ou leurs femmes au pouvoir. Tchombe avec un niveau d'études. C'était un vendeur de farine. On en a fait un président de l'État autonome du Katanga. On lui a mis quelques gens à côté, dont les Munongo, qu'ils ont surnommés Kifwakio, c'est-à-dire balai, c'est-à-dire balayer les Katangais, les Kassayens. C'est ce que fera plus tard Kyungu Akumwaza. Les puissances d'argent créent des conflits tribaux et les généralisent. Elles créent aussi des crises. Toutes les dévaluations que nous vivons ici, les chômages, quand ces puissances agissent comme force à la base de la situation, elles passent par des intermédiaires. Et ces intermédiaires commencent à se faire la guerre. Les hommes politiques, là, on nous utilise. Oh! Oui. Les hommes politiques, on nous utilise. Donc les décideurs sont ailleurs, loin, vous n'êtes que comme des pions qu'on pousse comme ça.
les missionnaires, on les utilise. Les prélats catholiques, les pasteurs. Tout ça, c'est des éléments utilisés par les acteurs principaux qui cherchent l'argent, qui créent la guerre et qui mettent fin à la guerre quand ils ont obtenu ce qu'elles recherchaient. Je dis, je peux le répéter parce que ça revient toujours. Est-ce qu'on vivra la sécession au Bandung? On vivra la sécession au Congo ici, Bas-Congo. Qu'est-ce que les Blancs ont appelé le Congo utile? C'est le Sud Katanga et le Sud Kasaï. Vous leur donnez l'argent qu'ils recherchent, pendant un temps, ils vous laissent tranquille. Mais comme on a toujours besoin d'argent, on vous fera régulièrement la guerre. Conséquence, il faut être conscient que vous avez des richesses enviées par le monde entier. Pour les protéger, vous devez être fort militairement, politiquement, on parle de l'unité nationale. Est-ce que... Mais quand vous allez envoyer les gens, vous allez vous unir comment? Comment? Si les gens qui vous envoient ici ne sont pas d'accord, chacun porte sur la chapelle de son nom. Il faut le comprendre. Il faut... Ça c'est la stratégie. Je vous attaque. Je vais y aller comment? Ok. Et quelles sont les précautions que vous devez de prendre? Parce que même les armées du tiers-monde sont infiltrées. Qui a fait le coup d'État contre en Amérique latine? Pinochet, il venait d'où? C'est un militaire utilisé par les Américains pour faire tomber le président de son pays, comme je l'ai dit aussi pour l'Indonésie. Nous devrions pouvoir comprendre que ici, ce n'est pas un problème de Kalele, ce n'est pas un problème de Moleka, ce n'est pas un problème de Tchani. Nous sommes tous des victimes. Et nous sommes concernés. On utilise nos frères ou on nous utilise les uns. Donc même Félix Tshisekedi est victime. Contre les autres. Okay. Bon, pour le problème des accords, je crois que c'est Albert qui en a fait mention ici. Oui, qui a fait mention que j'ai eu à inventorier tous les accords, officiels et officieux. S'il faut discuter ici entre Congolais, il faut d'abord savoir qu'est-ce que nous avons signé. Qu'est-ce qui est là-dedans? Est-ce que nous avions raison de signer? Là où nous aurions commis des erreurs, on corrige. C'est pour cela que chaque président de la République, quand il signe des accords, avant qu'il n'engage les pays, doit les faire endosser par le Parlement. Le Parlement. Nous n'allons pas discuter de ces accords avec les Kagame, les Museveni, sans en connaître le contenu. Ça serait aller ngoulou, mais là, c'est un problème de détail. Mais le fondamental, c'est savoir que ce soit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale,
la situation qu'on a au Nigeria, la situation qu'on a au Mali, au Burkina Faso et tout ça, c'est des problèmes d'argent. Les tireurs de ficelles ne sont pas dans nos pays. Ils sont très loin de nos pays. Très loin de nos pays. C'est eux qui font et défendent nos pouvoirs. C'est eux qui veulent avoir nos richesses. Contre eux, nous n'avons comme arme, j'ai entendu quelqu'un ici le dire, d'abord savoir qu'est-ce qui se passe exactement. S'organiser pour faire front commun contre un ennemi expérimenté et uni. Marx disait dans l'eschatologie du grand soir, prolétaires du monde entier, unissez-vous. Mais ici, c'est les risques du monde entier, unissez-vous. Pourquoi la France intervient au Congo, par exemple? Elle ne nous a pas colonisés. Pourquoi les États-Unis interviennent quand la France se bat contre Cuba, contre le Venezuela, contre les autres pays là-bas? C'est les intérêts des riches. Ils se concertent, ils prennent une position commune et ils agissent. Et nous, nous subissons. Nous subissons. Nous subissons dans la dispersion. Pourquoi ils négocient alors avec les autres, pas avec nous? Pourquoi ils doivent négocier avec le Rwanda, avec l'Ouganda et pas avec nous? Pourquoi ils ne viennent pas directement puiser chez nous, ils négocient avec nous comme ça marche? Nous l'avons déjà dit sur cette table. Comment ils nous perçoivent? Les Congolais sont superficiels et légers. Notre propre comportement plaide à notre défaveur. Et ça, c'est dans tous les domaines. Si vous êtes trop léger, si vous ne faites pas des analyses approfondies, vous allez croire que votre ennemi dans le bas Congo là-bas, c'est le type de... Quelles sont les grandes tribus que vous allez voir? Au Congo central. Les Wayombe, Singombe. Ça devient des victimes qui sont en train de se battre entre elles en laissant le bourreau tranquille. Et ces querelles-là nous épuisent. Ça fait leur affaire. Okay. Je répète, le problème fondamental, il faut qu'on le saisisse, c'est un problème économique, c'est des puissances d'argent qui font et qui défendent les régimes à travers le monde entier. Je termine en rappelant que, après que l'Amérique latine ait été colonisée par l'Europe, est venue l'Amérique du Nord avec Monroe, la doctrine de Monroe. Tous ceux qui ont étudié la connaissent. L'Amérique aux Américains. Donc il fallait évincer les Européens pour que les États-Unis aient la main basse sur les richesses de l'Amérique latine. Elles y sont parvenues, mais ces pays de l'Amérique latine qui continuent à se battre jusqu'à aujourd'hui, militairement, elles ne sont pas armées comme les États-Unis d'Amérique, mais elles ont formé leur population politiquement et idéologiquement de manière telle qu'elles parviennent à résister, à faire échec à tous les coups d'État fomentés par l'Amérique du Nord, à
même de faire comme au Venezuela. Hein? Il y a eu des élections. Ils ont nommé un monsieur là-bas qui a parcouru l'Amérique et l'Europe. Guaido. Et le peuple du Venezuela a dit, ça c'est votre président, nous on ne le reconnaît pas. Il n'a jamais dirigé, jusqu'à aujourd'hui. On a même l'Amérique du Nord et l'Europe ont fini par l'oublier. Ça c'est la détermination d'un peuple politiquement et idéologiquement formé et déterminé. Déterminé. Très bien. Donc, il nous faut une grande maturité politique, une grande maturité idéologique. Ça, c'est un travail d'intelligence. Ce n'est pas un travail du bruit, tout ce que l'on fait ici. Oui, je reviens à Albert Molkame. Vous voulez une seconde? Oui, allez-y. Juste une seconde, parce que la question de savoir pourquoi nous sommes plus riches que le Rwanda, Uganda, et veulent aller là-bas et pas chez nous. Et pas chez nous. Et le prof a raison de dire que c'est notre superficialité, notre légèreté, fait que, bon, les gens n'ont pas confiance en nous. On ne prend pas au sérieux. Je voudrais ajouter, par rapport à ce qui venait d'être dit, que généralement, dans la vision et dans le paradigme de puissance, on ne coopère qu'avec les minorités. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un grand pays, il y a deux ethnies, où il y a 3 provinces, mais on choisit la province minoritaire. Pour marcher sur la... Alors la province minoritaire sera faible. Elle n'a pas droit de citer. Elle ne peut pas dire le contraire de ce qu'on lui demande de faire. Okay. Et c'est comme ça que généralement dans beaucoup de pays, au Congo, non. On vous donne telle personne qui n'est même pas de votre pays. Regardez, observez un peu presque en Afrique, vous allez voir beaucoup de pays ont eu des chefs d'État qui n'ont pas été dans ces pays-là et qui ont été soutenus par les puissances d'argent. Pour les cas d'espèce, le Rwanda n'a pas de richesse, n'a pas de potentialité. L'Ouganda, même chose. Si on donne des injonctions, par exemple au Rwanda, il va les exécuter. Mais le Congo aura toujours ce prestige-là d'être une grande nation. Et donc, le Rwanda serait un bon soldat que le Congo, qui de temps en temps pourra prendre conscience de ce qu'il représente en termes de valeurs intrinsèques. Et raison pour laquelle, au lieu de venir vers nous, ils préfèrent aller vers des hommes et des pays qui peuvent être instrumentalisés et qui ont besoin d'eux. Parce qu'en réalité, quand le Rwanda a besoin de 50% n'est-ce pas, de l'aide de la communauté internationale, et d'autres 50%, c'est les richesses payées du Congo. Alors maintenant, le Rwanda ne peut pas dire le contraire de ce que dit la communauté internationale. Raison pour laquelle ils préfèrent travailler avec eux que d'aller. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous sommes une grande nation dont les provinces sont comme des pays. L'architecture institutionnelle donne qu'il y a 2 pouvoirs. Lorsqu'on négocie des marchés, on risque de prendre beaucoup de temps lorsqu'il y a 2 pouvoirs. Quand vous aurez terminé avec les pouvoirs nationaux, il faut descendre au pouvoir provincial. Et au niveau provincial, il faut descendre au pouvoir local. Oui, il y a trop de... Il y a différentes étapes de négociation, etc. Et ça surtout qu'ils ont besoin véritablement de richesse. J'ai terminé pour que Albert intervienne. Lorsque Heureusement que Paty est parti quand je disais, il refuse d'être panafricaniste. Le panafricanisme, c'est une vision, c'est une idéologie. C'est un idéal de vivre ensemble. Vous ne pouvez pas apprécier un idéal qui est un processus par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Si hier les Africains, le Rwanda, le Congolais ont compris le bien fondé de cet idéal. De vivre ensemble. Écoutez, il n'y aurait pas de problème. On a voulu le Kwame Nkrumah, le Sékou Touré, voilà. Donc on ne peut le pas Samora dire... Machel. Je refuse d'être panafricaniste simplement parce que le Rwanda fait des équilibrations instrumentalisées par les puissances d'argent.
les efforts que nous devons faire, et c'est ça justement les efforts du chef de l'État, c'est d'aller dans un processus où on crée une sorte de fédération, on crée une sorte d'intégration qui permette de consolider la force africaine. Parce que hier, on était ensemble et ils ne nous ont pas bousculés. Maintenant qu'ils nous ont saucissonnés à Berlin, sur base d'une carte mal dessinée, ils en profitent pour fertiliser leur puissance et nous dominer davantage et nous opposer entre nous. C'est comme ça qu'ils ont mis à terre, d'ailleurs, Kadhafi, qu'ils ont... Bien entendu. Bien entendu. Un peu en l'écart. Et c'est ainsi qu'ils ont fait partir Mobutu Sese Seko. De la même manière. C'est ça. Parce qu'ils refusaient d'aliéner la Gécamine. Même Joseph. Même Joseph Kabila avait le dossier. C'est une affaire des miniers, là. Des miniers. Des miniers, il a mis dans des... Mais alors, ils ont aussi une stratégie de diaboliser la personne publiquement, comme ça. Peter, tout d'abord, je voudrais apporter certaines rectifications. Notre frère Paty est déjà parti. Mais en ce qui concerne Kibumba, moi, je ne vais pas entrer dans les considérations, les positions militaires, ou quoi. J'estime que c'est des données confidentielles qui doivent le rester. Mais Kibumba, dont RFI ou quoi parle, c'est le Kibumba dans la province du Nord Kivu, le territoire du Nyiragongo, et qui se trouve entre 20 et 30 km de Goma. Effectivement. Effectivement. Lorsque vous googlez, vous trouvez un Kibumba à 354 km de Goma. Mais ce n'est pas le Kibumba dont parle RFI. Et le deux, je voudrais un peu aussi rectifier le professeur lorsqu'il a dit quelles études a faites Moïse Tshombe. Moïse Tshombe était un proche ami de mon père et c'est le grand-père de mes deux aînés. Moïse Tshombe. Il n'était pas vendeur de farine. Non, Moïse Tshombe est fils d'un des premiers, si pas du premier millionnaire congolais, Joseph Kapende, qui fabriquait le pain chez les missionnaires méthodistes. Donc, en tant que boulanger, vous savez, la farine en Lunda, le nom s'appelle Tshombe. D'où le nom Tshombe. Ok. Parce qu'il utilisait le Tshombe pour faire le pain. Et donc, Moïse Tshombe, en tant qu'aîné, a hérité de la gestion des affaires de son père. Et il a épousé la fille du Mwantia. C'est ainsi que, par une certaine dextérité politique, le titre de Mwantiave est parti du clan des Mbako et venu au clan des Tshombe, qui initialement n'avait pas le sang royal. Et ce qui est important, peut-être un jour, je dans plus de précision, lorsque Moïse Tshombe a étendu, il a fait développer les affaires de son père, il n'a pas pu faire les études supérieures en Europe comme son père l'avait voulu. Les colonialistes ne l'ont pas permis, donc il a fait les études supérieures de comptabilité, toujours dans l'école des missionnaires méthodistes. Et dans le cadre de l'expansion des affaires familiales, il a créé notamment une agence, la société, au port de Benguela, en Angola. Il a envoyé un de ses agents avec femme et enfants, et l'un des fils de ses agents, donc l'agent originaire de Kapanga, l'un de ses fils est aujourd'hui une personnalité une très haute personnalité en Angola. Je vous le dirai un jour. Donc, ni de père et de mère angolais. Mais très haute personnalité en Angola. Mais il faut dire que il a fini sa vie en Algérie, je crois, dans des conditions assez... Oui, je crois qu'il a été la victime, on pourrait dire, du premier détournement d'avion politique, organisé mené par François Baudenon, si mes souvenirs sont bons. Mais encore une fois, c'était aussi organisé par des puissances. Par des puissances. Vous savez, pendant un temps, il a été l'enfant chéri des puissances, telles que l'Union minière du Haut-Katanga, qui a organisé la sécession Katanga. Il était président. Cette histoire de puissance, il faut dire qu'un secrétaire général des Nations Unies est mort
Daga Marchand. Daga Marchand, oui. Oui, parce que vous allez à l'encontre des intérêts de puissance, on vous élimine. C'est ainsi, comme disait Norbert tout à l'heure, il y a cette stratégie d'utiliser soit les ethnies, les tribus faibles, de sorte qu'elles restent toujours dépendantes de votre soutien et vous pouvez leur faire, leur donner le pouvoir, leur donner de l'influence sur votre pays, ou une autre méthode aussi que ces milieux-là utilisent, et ont beaucoup utilisé dans notre pays, c'est de soutenir au pouvoir et faire arriver au pouvoir des personnes qui n'ont pas gagné les élections. Comme ça, ils vous rendent compte à vous. Parce que ces personnes savent dans leur conscience qu'elles ne doivent pas leur élection en fait à ce peuple ou quoi, mais à certains milieux ou à certains pays. Mais pour en revenir à notre situation, je voudrais relever une chose, c'est que lorsque nous parlons de dialogue ici, n'oublions pas que dans le contexte actuel, la RDC, en tant que membre effectif de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, elle est parmi les promotrices de l'initiative, donc du dialogue de Nairobi. C'est-à-dire que ce n'est pas un dialogue qui nous est imposé. Ce n'est pas un dialogue qui nous est imposé. Et jusqu'à présent, bon, toutes les déclarations qui se font au niveau international, que ce soit au niveau du président français, que ce soit au niveau du secrétaire général des Nations Unies ou du secrétaire d'État américain, ce sont des recommandations, ce sont des encouragements à poursuivre ce dialogue. Donc nous ne sommes pas... Nous poursuivons le dialogue. Oui, nous ne sommes pas dans un environnement où on nous impose un dialogue qui n'existe pas. Non, il y a un dialogue qui a été initié par une organisation sous-régionale dont nous sommes membres, et ce sont les chefs d'État, dont notre chef d'État, qui ont initié ce dialogue. Et l'avantage qu'il y a là-dedans, c'est que l'agresseur désigné par nous est aussi membre de cette organisation. Ce qui peut peut-être, à la longue, ce qui peut favoriser une solution, vu que nous ne pouvons pas nous éviter. Non seulement nous sommes voisins, mais nous sommes dans cette organisation qui a des objectifs très importants pour notre pays. D'ailleurs, nous le voyons, le secteur bancaire est déjà fortement occupé et dominé par le Kenya. Par le Kenya. La RDC constituerait le plus grand marché, je puis dire, de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Notre faiblesse actuelle, c'est que nous ne sommes pas producteurs de biens manufacturés ou de produits finis. Nous ne sommes que consommateurs. Comme certains de ces pays. Mais il faut considérer que ce soit les négociations à venir, que ce soit la paix négociée qui, à un moment ou à un autre, devra prendre corps à la sortie de ce conflit. L'intérêt de l'Organisation des États de l'Afrique de l'Est, ils ont un intérêt primordial dans la résolution de ce conflit. Par la stature de la RDC en tant que grand marché. Et je crois que nous ne devons pas regarder toujours comme faiblesse le fait d'être très 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 riche potentiellement et toujours pointer du doigt ou accuser que ce soit la communauté internationale, que ce soit nos voisins qui veulent venir piller nos ressources naturelles. Tout d'abord, dans la réalité, vous voyez rarement quelqu'un venir piller chez vous s'il n'a pas quelqu'un chez vous.
s'il n'a pas un correspondant chez vous, s'il n'a pas quelqu'un qui peut lui ouvrir la porte. La porte pour qu'il entre. Pour qu'il entre. Même le diable cherche toujours une porte d'entrée. Et pour qu'il exploite. Mais il est de notre devoir, hein, donc parallèlement à toutes ces négociations politiques, économiques, tout ça, il est de notre devoir d'assurer la sécurité de nos populations. Il est de notre devoir d'assurer que nos populations déplacées puissent rentrer chez elles et recouvrer leurs terres. C'est un point très sensible parce que c'est une des raisons aussi qu'on ne mentionne pas beaucoup, c'est une des raisons de ces conflits, c'est-à-dire nos populations déplacées, quand et comment vont-elles rentrer et surtout récupérer leurs terres, dont certaines terres ont déjà été cédées, aliénées à d'autres personnes. Et peuplées par d'autres personnes. Par l'État. Par l'État. Puisque les documents que les propriétaires actuels ont, ils l'obtiennent où? C'est-à-dire qu'il y a des endroits où la population fuit, on cède à... Alors, et je tiens à insister là-dessus parce que actuellement nous avons un problème à l'ouest maintenant du pays, mais qui ressemble étrangement à la genèse un peu de problèmes de l'Est. Vous voyez, aujourd'hui nous avons que ce soit les réfugiés de Yumbi depuis 2018, au Congo-Brazzaville, c'était 500 à l'époque, je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'ils sont là-bas. Nous avons ici à Ngabé presque 3000, toujours de l'autre côté du fleuve. Nous ne nous en occupons pas. Nous ne nous leur rendons même pas visite. Nous ne nous en occupons pas. Nous n'en faisons même pas cas. Hein? Nous n'en faisons pas cas. Et demain, lorsque ces réfugiés voudront rentrer chez eux et trouveront leur case ou leur terre occupée par d'autres, ce sera une autre guerre. Et voudront les récupérer, ce sera une autre guerre. Ça risque d'être encore une autre guerre. Okay. Et pour terminer, il est urgent, en attendant ces résolutions de conflits, ces résolutions politiques du conflit, il est indispensable de soutenir, de promouvoir et de contribuer, ne fût-ce qu'à des élans de solidarité vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs, de nos enfants qui souffrent de ce conflit injuste qui leur est imposé. Et ça, c'est un appel que nous pouvons lancer à tous citoyens, mais évidemment tout d'abord à nos autorités, à nos institutions. Vous savez, moi, ça m'a fait un peu mal au cœur, et je sais que je ne suis pas le seul, de voir le facilitateur, le président Uhuru Kenyatta, se déplacer dans cette zone dangereuse, aller visiter... Certains ont dit, mais il a pris la place du président Félix. Écouter leurs doléances, leur répondre en swahili, et puis s'exprimer dans son point de presse de manière c'était tellement émotionnelle, en disant que ceux qu'il a vus là, on ne peut même plus qualifier ça des personnes, mais c'est comme des animaux de blou, des nyamazamba. Je pense que cela doit nous interpeller. Il est de notre devoir d'abord à nous-mêmes et à nos dirigeants d'aller... Vous auriez bien voulu que ce soit le président Félix rendre visite. En lieu et place de Uhuru Kenyatta. Je dirais, pour moi, je pense qu'il était indispensable que notre chef de l'État accompagne le facilitateur qui fut son collègue, avec qui ils entretiennent quand même des liens très, très, très amicaux. Mais maintenant, dans l'avenir, parce que nous n'avons pas eu le temps d'en parler encore ici, il y a eu des appels à la cohésion nationale, il y a des différentes initiatives aussi qui se conjuguent dans ce sens-là. Moi, je recommanderais, je proposerais que certains leaders politiques, que ce soit opposition, pouvoir, tout ça, avec à leur tête le chef de l'État, s'entendent pour aller non seulement encourager
nos forces armées, Ok. mais aller aussi soutenir moralement et matériellement Les opposants tous les- de l'Union sacrée, tous. tous, Ok. emmenés par le chef de l'État. Je prends d'abord ma petite question pour être dans le cadre. Incidence sur les élections. Je l'ai dit la semaine dernière, tout est lié. Tout est lié. Si la guerre n'est pas Il y a résolue, il n'y a pas toujours, il y a d'élection. toujours une relation de cause à effet. Évidemment, cette situation fait réfléchir. On serait en droit de pousser les élections au cas où la situation n'est pas résolue. Que dit On la serait- Constitution? On serait en droit de glisser. Que dit la Constitution? La Constitution dit quoi? Comment Joseph Kabila a pu glisser? Le chef de l'État reste en fonction jusqu'en... Et puis il y a eu un arrêt de la Cour, Pour confirmer. suprême à l'époque. Il y a eu 2 dialogues. Kojo et Senko. Voilà. Nonga Yamba Yamba. Merci. Je suis vraiment content de la prestation d'Albert par rapport à l'élan de la solidarité pour nos compatriotes qui sont en situation difficile. Mais je note que le passage du président, de l'ancien président Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta, il fait un travail de facilitation. Et ce travail de facilitation est un travail technique. Et par ce fait, Uhuru Kenyatta n'était pas dans une visite touristique. Il avait besoin d'écouter les uns les autres et de consolider sa conviction par rapport à la situation. Et vous avez vu, en public, devant la population, il y a eu des cris et il était très sensible par rapport à ça. Peut-être que, bon, avec la présence du président Tshisekedi, ça allait influencer certaines choses. Alors, il faut éviter cette influence pour que le facilitateur soit en mesure d'avoir une idée précise par rapport à ce qui se passe. Je voudrais également dire que notre peuple doit être rassuré. Actuellement, la guerre n'est pas seulement physique ou matérielle. La guerre est menée, ce n'est pas Michel Collomb qui va me contredire, par les médias, qu'on appelle généralement, et les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux font partie effectivement de l'arsenal médiatique. Ok. Les puissances d'argent ont développé des mécanismes d'assujettissement dans les médias, dans l'éducation, dans les finances. Et donc, chaque outil joue sa partition. Et on les appelle aujourd'hui les médias de guerre, qui sont des médias de désinformation. Il faut faire attention. L'idée, c'est d'inoculer un esprit, une culture, pour faire accepter, faire adopter certaines choses que les puissances voudraient que cela soit pris en compte par la population. Et là, on mobilise pour les Américains CNN, BBC pour les Anglais, RFI, France 24, etc. Ce n'est pas un dessin. Ça répond et ça obéit systématiquement à leur paradigme qui est fondamentalement hérocentrique. Je voudrais également dire que la situation de notre pays, et j'ai beaucoup aimé sincèrement, le professeur Kalele, comme sociologue, a fait état et a insisté sur le fait que tant qu'on n'aura pas fait un vrai diagnostic, on va rester pendant des siècles. Le vrai diagnostic, c'est de savoir que le paradigme de l'Occident qui est en interaction dynamique avec nous, le paradigme occidental est fondamentalement dominateur. Il faut dominer, il faut peser les richesses, il faut le prendre presque gratuitement. Et pour cela, il faut trouver des alliés, il faut trouver des relais. Et c'est ça le mécanisme. À ce moment-là, si nous disons que c'est le Rwanda, nous nous trompons d'adversaire. C'est l'Ouganda, nous nous trompons d'adversaire. Ce sont des petits soldats. Vous voyez, le Rwanda, nous l'avons dit l'autre fois, il a besoin d'argent. Il se présente comme une armée de mercenaires. Et chaque fois... Ils sont en Mozambique. En Mozambique, en Centrafrique. En Centrafrique. Oui, donc on leur paye de l'argent. Parce qu'ils ont besoin de l'argent. Ils ont besoin d'argent. Alors, maintenant, on les robotise
ils trouvent gain de cause. Même la raffinerie, par exemple, de l'or, la raffinerie de Coltan, etc., ce n'est pas l'argent rwandais. Ils offrent des opportunités et ils disent, nous sommes capables, parce que les Congolais sont des hébétés, nous allons prendre, etc. Et les autres, ils investissent et ils les soutiennent. Et ça marche. Et ça marche. Donc, tant que nous n'aurons pas compris cela, à ce moment-là, nous allons toujours doiter le président, trahison, c'est ceci, telle ou telle responsabilité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire maintenant, et je crois que nous l'avons déjà dit, et qu'on a besoin de le répéter, c'est de savoir s'organiser. Au niveau des services publics de l'État, au niveau de l'armée, on ne peut pas identifier tel comme traître et continuer à le responsabiliser. Il faut des décisions stratégiques majeures qui permettent à écarter tous ceux qui peuvent jouer le rôle d'infiltration. Et les services de renseignement sont censés véritablement identifier ces genres de gens qui peuvent être interpellés à tout moment. Et il y a des indices qui sont véritablement plausibles. Deuxième chose, nous devons combattre la corruption. Combattre la corruption pour nous donner des moyens nécessaires, de manière à acheter des armes qui permettent de construire une dynamique autour de nos forces armées. C'est très important. On en a besoin. Et ça s'accompagne avec la formation des militaires, ça s'accompagne avec les équipements, ça s'accompagne avec les génies. Nos centres de recherche militaires doivent non seulement être les centres pour former des ceci ou cela, mais des recherches-actions qui aboutissent à la fabrication, par exemple, de munitions maîtres congolais, où on est capable véritablement de prouver notre leadership. J'avais vu à une certaine époque avec Laurent Kabila, j'étais à cette époque-là, c'est pas à la Mongala, lorsqu'on a bombardé Gemena, à l'époque où il y avait de rebelles, par exemple, du MLC et compagnie, mais c'était des bombes fabriquées avec des tonneaux ici à Kinshasa. Pourquoi on ne tenterait pas ce genre d'expérience? Lancer à la main. Oui, je vous ai toujours dit, et pas maintenant besoin de reprendre ça encore, l'Embassussi. Il y a des gens qui sont spécialistes d'Embassussi. Ça peut bien être utilisé dans la guerre. On peut les utiliser dans la guerre. C'est ça notre génie propre, qu'on peut scientifiser, qu'on peut théoriser, qu'on peut moderniser. Ce sont des moments de crise que les gens peuvent aller en profondeur par rapport à la recherche des solutions long-termistes. On en a besoin. Certainement que, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui se sont affirmés. Hier, la Chine ne pouvait pas faire ce qu'elle fait. Hier, la Corée du Nord ne ferait pas ce qu'elle fait. Et donc, tous ces pays-là, ils ont adopté la science. Mais là, il faut arranger l'éducation. Il faut une éducation qui permette aux gens de réfléchir et de produire. Comme le professeur Kalel avait dit, armer un peuple intellectuellement. Qui sont en mesure de réfléchir. Pas de répétiteurs, pas de récitateurs, mais des hommes et des femmes qui peuvent avoir un génie et inventer des choses qui peuvent nous aider. Incidence sur les élections, la guerre. Mais vous savez, la guerre, c'est un incident qui a une incidence. Mais, croyez-moi, il y a des expériences. Au cas où la guerre ne finissait pas en 2023, qu'est-ce qui arrive? Élection ou pas élection? Mais non, il y a des organismes qui sont mis en place, qui sont suffisamment avancés et qui ont des scénarios et qui peuvent dire qu'à telle proportion, au prorata de tel score, voilà telle solution ou telle option qu'il faut prendre. Moi, je ne peux pas aujourd'hui dire quoi que ce soit. Moi, j'ai vu les élections s'organiser au moment où, en Côte d'Ivoire, au moment où il y a eu occupation à Bouaké. Comment les gens vont voter à qui? Alors, j'ai vu, à un moment donné, il y a eu la maladie à Béni, et puis finalement, on a gelé carrément, et ils ont repris. Ce sont des stratégies qui peuvent être analysées par les structures qui sont compétentes pour prendre des décisions. Alors, ne nous
improvisons pas Ok. comme des spécialistes sur la question, parce qu'il y a tout un organisme, la CENI, qui analyse, etc. Et il y a, outre la CENI, des organisations électorales qui, elles aussi, travaillent dans la perspective de tenir la torche et d'éclairer l'avenir. Donc, on nous donnera des inputs et le moment venu, on va réfléchir pour voir quelle est l'ampleur de la guerre et quelle est la proportion qui est touchée par la guerre et quelle est l'implication financière de cette proportion par rapport aux résultats. Très bien. C'est très important. Mais alors maintenant, et je termine, il faut éviter de donner confiance aux forces extérieures. On est mieux servi que par soi-même. La force régionale. Hein? Nous aimons vraiment la force. Nous aimons l'Afrique, nous aimons la région. Mais on est mieux servi que par soi-même. Albert ne veut pas que je dise que, bon, il ne faut pas trop attaquer aux autres, il faut savoir se regarder soi-même. Certes, nous avons des grandes responsabilités par rapport à ça, mais je dis que les autres aussi ne peuvent pas nous faciliter véritablement la tâche. De la même manière que nous allons nous regarder, nous aussi, nous pouvons déjà prévenir pour dire, avec 140 à 150 000 hommes, pourquoi on ne serait pas plus utile que les gens qui nous amènent 903 militaires? À quoi ils peuvent nous être utiles? Nous avons des bombardiers, n'est-ce pas? Mais rares sont des pays africains qui en ont, y compris le Rwanda n'en a pas. Et alors maintenant, il faut avoir des hommes militaires très professionnels, etc., comme on a assisté à l'époque, compagnie, et qui peuvent faire un travail avec ce que nous avons comme matériel, des munitions, des équipements. Je pense le Rwanda ne peut pas résister. Mais encore que Guterres vous dit que il faut savoir regarder le Rwanda, c'est pas le Rwanda, c'est beaucoup d'autres choses derrière le Rwanda en fait. Très bien, allez. Professeur Kalele, pendant ce temps qu'on se bat, notre cargaison militaire est bloquée quelque part. On nous menotte pendant que nous sommes en guerre. Et vous nous dites un mot sur l'incidence de la guerre sur les élections. Vous y croyez? Moi? À cette affaire de de cargaison qu'on a. Mais ça vient de la bouche du MAE, du ministre des Affaires étrangères. Écoutez, moi je trouve qu'il a dit à la chaîne nationale. Moi je trouverais que c'est très grave de prendre, surtout de prendre ça comme, d'évoquer ça comme raison pour des difficultés ou quoi sur le terrain. Parce On a bloqué notre cargaison militaire. Nous sommes dans un conflit depuis des mois. Gouverner, c'est prévoir. Une armée, vous devez maintenir une armée à tout moment d'être capable de soutenir une attaque ou de mener... Vous n'y croyez pas? Ou de mener l'attaque. C'est que le ministre Lutondo l'a dit, vous n'y croyez pas? On n'a pas bloqué notre cargaison militaire, des armes qu'il fallait atterrir pour en finir avec les M23. On a bloqué ça quelque part avec cette question des certifications. En regardant à la procédure normale d'achat des armes, je vois ça difficilement, je peux difficilement croire à ça. À la manière dont le ministre des Affaires étrangères a présenté. J'ai du mal à y croire. D'accord. Professeur Kalele. Lors de la guerre du Vietnam contre la France, du Vietnam contre les États-Unis d'Amérique, il est sorti de ces deux guerres là-bas un principe qu'on enseigne maintenant dans toutes les grandes académies militaires. Il s'énonce: ce n'est pas l'arme, mais l'homme qui décide de l'issue d'une guerre. On peut faire fuir un homme armé uniquement par la parole, par la détermination. Je constate également que c'est pendant la guerre, la première guerre, la deuxième guerre mondiale, pour dire de manière générale, c'est quand l'homme est dans les difficultés qui réfléchit à trouver des solutions. Qu'il y a beaucoup d'inventions pourvu qu'on sache tirer profit
de la situation de difficulté. Personne ne veut mourir. Parce que personne ne veut mourir, tout le monde invente tout pour survivre. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de refus de mourir. On nous fait la guerre, ça devrait développer notre créativité. Cette créativité, les instances habilitées à la développer, c'est le système d'enseignement. Surtout la recherche. Malheureusement, on constate que là où devrait se développer cette créativité, les systèmes sont bloqués. On a fait 6 mois de grève dans les universités. À peu près autant dans le secteur de la santé. On a parlé ici de la climatisation. Avec le système alimentaire, le blocage du système de santé. Il faut que l'on soit logique. Qu'est-ce que nous voulons? Comment nous entendons le matérialiser? S'il y a la guerre, c'est tous les compartiments qui doivent travailler en harmonie. Si en même temps que vous vous battez, vous créez des frustrations, vous bloquez les secteurs de créativité, il y a là un manque de logique dans votre manière de vouloir la guerre, de vouloir surtout gagner la guerre. Il faut également de la discrétion. Tel que nous débattons certains problèmes sur la place publique. Est-ce que ça nous favorise de gagner la guerre? On parle trop. Et de n'importe quoi. C'est n'importe qui parle. Nous devrions pouvoir nous contrôler et nous faire contrôler pour être sérieux. Je crois que nous avons enseigné, nous continuons à enseigner que la discrétion est un des facteurs qui favorise la réussite. Et c'est pour cela que même dans l'armée, on attaque par surprise. L'ennemi n'est pas prévenu, on va l'attaquer à tel moment. Les Congolais, nous parlons trop. Il n'y a pas de secret. Je crois que ce n'est pas une bonne culture. Merci. Ce n'est pas une bonne culture. Si il faut se préparer, on se prépare. D'accord. Sérieusement, dans la discrétion, parce que c'est la stratégie, c'est la tactique. Tout à fait. Et on s'organise sérieusement. Élection. Il ne s'agit Incidence sur les élections. Bon, je préfère ne pas aborder ce problème-là, parce que il y a trop
de passion là-dessus. Ok. Il y en a qui disent, s'il y a la guerre, on peut, quelle est l'expression, on peut glisser. Mais on a parlé du glissement longtemps même avant la dernière guerre ici. C'était déjà préparé. Il ne faut pas en profiter pour dire, puisqu'il y a la guerre, faisons trader cette guerre pour pouvoir nous ajouter 1 année, 2 années de plus. Non. Il faut commencer d'abord, c'est un principe. Pourquoi en Afrique et surtout au Congo, les élections doivent poser problème? Alors que nous avons une constitution qui définit les dates. Merci. C'est vraiment à la veille des élections qu'il faut commencer à chercher l'argent pour financer les élections. Non. Merci beaucoup en tout cas à vous. On va poursuivre le débat dans le couloir. Le vendredi prochain, nous viendrons avec un nouveau sujet. Ce sera cette fois-là probablement pas politique, comme d'habitude. On parlera vie. Maintenant, on s'est parlé de vie aujourd'hui, surtout avec la situation de l'Est. Il faut assister, il faut être de cœur avec nos frères de l'autre côté. La solidarité, elle est importante. Soutenir les FARDC, quoi qu'il arrive, le Congo vaincra. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Soutenir les soldats congolais au front. Les FARDC, là, c'est un fourre-tout.